Ok. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on démarre. Salut à tous, donc bienvenue à ce webinaire. Je compte un petit peu là, c'est notre 7e webinaire qu'on organise depuis le début du confinement. Donc, autant vous dire que c'est plutôt chouette. En plus, on essaye de faire ça de manière assez régulière, aux mêmes horaires, le mercredi à 12h30 et le vendredi à 14h. Et en tout cas, voilà, pour ma part, je trouve ça assez sympa de se retrouver de manière assez régulière. Bien sûr, moi je travaille à distance avec mes équipes, mais du coup, voilà, c'est bien de pouvoir se retrouver. Vous savez qu'en fait, à chaque webinar qu'on organise, on traite en général 2 grandes thématiques. La première thématique qui est autour du télétravail, de la productivité et de la collaboration, et la deuxième thématique qui est plutôt autour du produit, de la croissance, donc tout ce qui est trait autour de l'écosystème startup. Et aujourd'hui, voilà, on est ravis d'être avec Christopher et Maud de l'équipe de Microsoft. Peut-être un petit mot avant de démarrer sur qui je suis et qu'est-ce que fait Emera. Donc moi, je suis Alexandre, je travaille au sein de Emera. Donc, Emera, c'est un accélérateur de start-up qui est basé à Bordeaux. On a un lieu, une ancienne usine qui a été rénovée, qui a été inaugurée il y a 1 an, qui propose du coworking et de l'événementiel. Et aujourd'hui, on a, on va dire, accompagné presque 25 boîtes dans leur phase d'accélération. On a investi dans certaines d'entre elles. Et puis, on a tout un écosystème de mentors, de partenaires. Et voilà, on est quand même assez actif sur la place bordelaise en termes d'événements. On devait recevoir Vivatech, le Vivatech Tour au mois d'avril. On a reçu France Digital au début du mois de janvier. Donc voilà, on est en plein centre-ville de Bordeaux. Donc, lorsque le confinement sera terminé, vous êtes les bienvenus pour venir visiter. Voilà une petite photo d'équipe avec quelques personnes de notre écosystème, des startups qu'on accompagne et nos mentors. En fait, depuis le début du confinement, on s'est adapté, hein, je pense, comme beaucoup de gens. Et le webinaire, c'est pas tout à fait nouveau pour nous. On en fait en fait depuis 3 ans. On a eu régulièrement l'occasion d'avoir des intervenants en dehors de Paris, en dehors de Bordeaux, pardon. Donc du coup, le webinaire, c'était idéal justement pour les faire intervenir. Donc aujourd'hui, c'est notre 7e webinaire. Le prochain, c'est mercredi prochain à 12h30 avec Grégoire Gambato, qui est le CEO fondateur d'une agence qui s'appelle Germinal, qui est une agence de growth qui a bossé avec énormément de startups, qui a un gros, on va dire, background startup. Ils ont énormément de cas d'usage différents. Et ils font une intervention sur adapter sa stratégie de croissance à l'heure du Covid. Voilà, c'est quelqu'un d'assez, très intéressant même. On a pu discuter il n'y a pas très longtemps et il a plein de belles choses à dire. Et c'est mercredi prochain à 12h30. Je vous partage le lien tout à l'heure. Sachez que, comme je vous l'avais dit, ce webinaire est enregistré et mis en ligne sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Vous recevrez les enregistrements demain après le webinaire. Et enfin, en fait, suite à plusieurs demandes, on a été assez sollicité pour organiser des webinaires dédiés, de l'événementiel en interne. Donc, en gros, on a créé 2 modules de formation. Le premier sur améliorer sa productivité en télétravail, donc dépasser le simple scope de la réunion à distance. Et vraiment aller un peu plus loin dans ces méthodes-là. Et ensuite, le deuxième, c'est organiser un événement en ligne, comme on est en train de faire. Et voilà, c'est un vrai savoir-faire. Voilà, une petite photo de la halle, si vous n'avez pas eu l'occasion encore de venir. Et puis, du coup, je vais passer la main à Christopher. Tu es avec nous, du coup, tu nous entends bien? Ouais, je suis toujours là. Bon, écoute, parfait, je te passe la main, j'arrête le partage et je te laisse démarrer le tien. On est une trentaine de connectés. Salut tout le monde, n'hésitez Allez, pas à mettre un petit c'est mot sur parti. le chat. Donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Christopher Maneux, je suis Startup Developer Advocate chez Microsoft, dans la même équipe que Mode. Notre objectif en fait dans notre équipe, c'est d'aider les développeurs, et principalement les développeurs, les CTO de startup, à résoudre leurs problématiques. Alors si possible avec le cloud de Microsoft, mais on est relativement ouvert. Et la deuxième partie de notre job,
c'est de faire justement de l'écoute utilisateur, c'est de remonter du feedback de développeurs, principalement, vers nos équipes engineering chez Microsoft. En fait, on est un petit peu les oreilles des responsables produits auprès de l'audience des startups. Donc, l'idée, c'est de détecter, voilà, il y a utiliser tel produit technologique avec Azure, ils n'y sont pas arrivés, la documentation n'était pas bonne, il manquait un produit open source, une librairie open source pour le faire. C'est le genre de feedback qu'on va remonter, où on va aider les équipes à affiner leur roadmap finalement pour mieux convenir à l'audience et aux problématiques spécifiques aux startups. Alors l'écoute utilisateur, ça fait un petit moment moi que je fais ça, bien avant même de rejoindre Microsoft, puisque j'ai lancé il y a 10 ans, je crois maintenant, dans une société de services sur Toulouse. Certains auront déjà reconnu mon accent. Une unité de conception centrée utilisateur, où en plus du développement logiciel, on a accompagné les sociétés dans la conception centrée utilisateur pour des applications métiers internes, principalement. Et juste avant de rejoindre Microsoft, j'ai passé plus de 4 ans chez Deezer, que a priori vous connaissez tous. Et là aussi, c'était un des sujets sur lesquels j'ai essayé de m'attarder pour les plateformes que j'avais en charge. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce talk aujourd'hui, c'est un petit peu un ensemble de bonnes pratiques, ou en tout cas d'expériences que j'ai eues à travers toutes ces échelles-là, que ce soit des petits projets ou des très gros projets comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Azure ou d'autres produits Microsoft, puisque je vais vous parler de ce que font d'autres équipes chez Microsoft. Alors, le chiffre 1 à 100 millions, on va plus loin que 100 millions, mais dire 1 milliard, ça faisait beaucoup. C'est compliqué, mais l'idée, c'est de dire que surtout, on a des techniques qui peuvent être adaptées pour écouter des audiences différentes, qu'on peut le faire à différentes échelles, mais ce n'est pas forcément la même chose qu'on va venir rechercher, bien évidemment, et ce n'est pas forcément les mêmes outils qu'on va utiliser pour écouter un utilisateur précis ou l'ensemble des utilisateurs qui utilisent votre solution. Alors, je vais commencer par une phrase que vous avez probablement tous déjà entendue. Si j'avais écouté les gens, si j'avais fait ce que les gens auraient voulu, je leur aurais donné des chevaux plus rapides de Henry Ford. Alors, je ne sais pas si vous savez, ça vous pouvez le dire sur le chat, si vous avez déjà entendu cette phrase. Il faut savoir qu'il y a, à mon sens, 2 mensonges dans cette phrase. Alors, il y en a un premier qui est relativement avéré, il y en a le deuxième, c'est une opinion personnelle. Le premier qui est avéré, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus et j'ai découvert que des gens ont fait des recherches largement plus poussées que moi sur le sujet, c'est que cette phrase n'a pas été dite par Henry Ford. On ne sait pas vraiment qui a dit cette phrase, on l'a attribuée à Henry Ford, mais il y a plein de recherches. Je pourrais vous passer les liens vers des papiers scientifiques qui ont été rédigés autour de ça. A priori, c'est pas Henry Ford qui a sorti cette phrase. La deuxième, c'est que pour moi, cette phrase, elle représente un problème que l'on a souvent dans des équipes produits, que j'appelle moi le syndrome Jobs. Le syndrome en fait de Steve Jobs, où il y a un certain nombre de gens, alors ça peut être des patrons de boîtes ou de start-up, des d'équipes, ça peut être des product managers, ça peut être plus rarement des développeurs, mais ça peut arriver sur d'autres sujets, où les gens ont essayé de répliquer ce qu'a fait Steve Jobs, et notamment de dire je sais exactement ce que je veux, j'écoute personne, et je fonce dans ma direction. Et je pense que c'est une bêtise profonde. Des Steve Jobs, il n'y en a pas tant que ça. Il a réussi à faire des choses pour plein de raisons, et notamment parce que c'était lui, c'était une personnalité, c'était un caractère, c'était aussi des équipes derrière. Je pense qu'on humanise énormément Steve Jobs et tout ce qu'il a fait, mais il a fait des choses, mais il y avait aussi plein d'autres personnes qui ont fait des choses avec lui, qui ont donné les produits Apple. Et donc, faut pas s'enfermer dans ce système-là. On est souvent plus fort à plusieurs, et à plusieurs, ça peut vouloir dire aussi écouter nos utilisateurs. Oui, pardon, Maud, tu voulais te présenter 2 minutes, pardon, j'ai... Non, il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'Alexandre m'a dit dans le chat, ce serait cool que tu te présentes un petit peu. Donc très très rapidement, je travaille donc dans les équipes de DevRel de Microsoft, en relation avec les équipes de développeurs de Microsoft.
Et donc mon rôle, c'est basé sur la France. Et mon objectif, c'est d'aider Microsoft à organiser des événements et être à l'écoute des développeurs en France pour qu'on puisse créer du contenu qui vous intéresse et puis qu'on puisse vous fournir des outils qui vous intéressent aussi. Voilà. Merci, Maud. Donc, du coup, tout ça pour dire que je pense que écouter ses utilisateurs, c'est quelque chose d'important. Et donc, dans le reste de la présentation, je vais passer sur. J'ai découpé la présentation en 3 parties. Une première, pourquoi c'est important? Alors, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà convaincu par ça, mais peut-être que des gens autour de vous dans votre équipe ne sont pas convaincus, donc j'espère vous donner quelques billes pour aller les convaincre. Comment on le fait concrètement? Et puis, ce que je vois souvent dans les équipes, c'est qu'il y a des équipes qui ont réussi à récolter du feedback, souvent assez intéressant dès qu'on commence à écouter ses utilisateurs. Par contre, venir mettre ce feedback dans une roadmap produit et faire en sorte que ce feedback devienne part intégrante du produit, ça aussi, c'est une autre étape de complexité. Donc, je vous ai donné quelques éléments pour réussir cette dernière étape, pour prendre le feedback que vous avez eu d'un utilisateur et le faire atterrir dans vos produits. Alors, on va commencer par pourquoi faire de l'écoute utilisateur. En fait, il n'y a que des bonnes raisons de faire de l'écoute utilisateur. La première, c'est d'informer toutes les décisions produits que vous pourriez avoir. Même si on peut avoir de très bonnes idées, on n'a des fois pas la conscience ou connaissance de vraiment la réalité du terrain ou de comment nos utilisateurs utilisent réellement le produit. On a peut-être conçu et pensé un produit, un logiciel, une fonctionnalité pour que les utilisateurs l'utilisent d'une certaine manière, et il y a beaucoup d'utilisateurs qui peuvent arriver à le détourner. Et donc, c'est intéressant de comprendre vraiment ce que font les gens, ou quand on arrive à une nouvelle feature, d'aller venir la valider auprès de leurs utilisateurs. Ensuite, on parle souvent quand on crée des startups, de product market fit, c'est d'arriver à concevoir un produit qui trouve son marché. On ne le fait pas forcément au niveau de la feature. On essaie de concevoir le produit en tant que tel, mais des fois, ça peut être intéressant de voir si une fonctionnalité précise a un intérêt pour le marché possible, pour l'utilisateur. Et puis des fois, en écoutant les utilisateurs, on va s'apercevoir que finalement, il y a un autre sujet que personne ne traite, mais qui pourra apporter de la valeur ajoutée à l'utilisateur. Et du coup, comme personne ne le traite et qu'il y a de la valeur ajoutée à apporter, ben, c'est peut-être une opportunité qu'on a ratée dans notre domaine. L'autre raison, c'est qu'on fait beaucoup, notamment ça c'est plus pour parler peut-être à des développeurs, on fait de plus en plus du DevOps. Alors les gens le font plus ou moins bien en ayant plus ou moins bien compris les principes. Si vous ne connaissez pas DevOps, la définition de Microsoft de DevOps, c'est une association d'outils, de méthodologies et de personnes pour délivrer de la valeur business en continu à nos utilisateurs. Voilà. Donc après, il y a des principes pour déployer du code, etc. Je ne vais pas en parler ici, mais globalement, ça, c'est la définition de DevOps. Et en fait, ce que les gens ratent dans DevOps le plus souvent, c'est la troisième partie. Il y a effectivement une partie de dire on va venir livrer des fonctionnalités, même des petites ou des fixes de bugs à nos utilisateurs de manière très régulière. Alors le très régulier, ça peut être tous les 15 jours, 3 semaines, ou certaines équipes très avancées, ça peut être plusieurs fois par jour. Mais la dernière partie du DevOps, c'est regarder ce qu'on a mis en production, voir si ça a un impact positif pour l'utilisateur et prendre le feedback qu'on a de l'utilisateur, de l'usage en production et le ramener au début de notre cycle de développement produit. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est zappé tout simplement par la plupart des gens qui font du DevOps. On met beaucoup de choses en place pour les premières étapes, on met souvent très peu de choses en place pour cette dernière étape. Alors, si vous connaissez les méthodes agiles type Scrum ou Kanban, vous avez peut-être déjà vu ce principe de la definition of done. La definition of done, c'est globalement une définition du travail fini, c'est-à-dire un ensemble de critères sur lesquels toute l'équipe s'accorde pour considérer que la tâche ou la fonctionnalité qu'on voulait développer, qu'on voulait sortir, est bel et bien finie. Donc que le développeur a fini son travail.
Ça, c'est la définition Love Done qui est partagée dans une partie des équipes Azure, plus exactement les équipes Azure DevOps. Je vais vous en parler un petit peu plus loin très rapidement de ce produit. C'est live en production. Ça veut dire qu'on a pris la fonctionnalité et elle est en production chez nos utilisateurs. Mais ça, c'est le début de la définition. La fin de la définition est particulièrement intéressante. Et en plus, ça collecte de la télémétrie qui examine que la raison pour laquelle on a voulu sortir cette fonctionnalité, eh bien, on a bien eu un impact à cet endroit-là. Et ça, je trouve que c'est essentiel et c'est là aussi, je trouve, zappé par énormément d'équipes. Je connais très peu d'équipes qui, juste avant que le développeur se mette à travailler, se mettent d'accord sur, bon ben voilà, si cette fonctionnalité est en production et qu'on a réussi notre travail, alors on va avoir, je ne sais pas, les utilisateurs qui vont passer 5 minutes de plus sur ce produit. Ou si on est sur un logiciel de comptabilité, la clôture du mois va se passer 20% plus rapidement. Ou le nombre d'exports PDF d'une facture va augmenter de 10%. Après, quelle est cette métrique, quelle est cette télémétrie qu'on va regarder? Ça, c'est vraiment dépendant du contexte. Mais le fait est qu'on a implémenté du code qui va récupérer de l'analytics et on va se mettre d'accord avant de commencer le développement de la fonctionnalité que c'est cette métrique qu'on va regarder pour cette fonctionnalité précise. Et ça permet aussi de motiver un petit peu la définition de DevOps, parce que la définition de DevOps, c'est d'apporter de la valeur en continu au client, c'est pas d'apporter de la fonctionnalité. C'est vrai tu veux que dire quelque chose, Alexandre? Ouais, non, c'est intéressant parce que on faisait un webinaire le vendredi dernier sur la communication de crise et elle disait, l'intervenante disait, la communication de crise, c'est pas une science exacte. J'ai le sentiment qu'ici, c'est un peu la même chose. On est toujours dans la phase de test, aller chercher justement qu'est-ce qui fonctionne. On est toujours dans une prise de risque perpétuelle en fait. Oui, alors ça peut être, c'est du risque souvent contrôlé. Parce qu'on a plein de moyens de le contrôler. Je vais en parler, je crois que j'en parle un petit peu plus loin. Mais en faisant des A/B testing, par exemple, si on a une nouvelle hypothèse, on va déployer cette nouvelle hypothèse que sur un groupe réduit d'utilisateurs. Du coup, on va tester qu'on n'est pas en péril l'usage du produit sur un petit groupe avant de pousser la fonctionnalité à l'ensemble de nos utilisateurs. Mais effectivement, souvent, c'est comme tout. Hein, pour réussir, il faut s'entraîner, il faut répéter des choses pour atteindre un niveau de maîtrise. Et c'est en fait pareil dans le développement de service. C'est assez rare qu'un développeur dans un coin tout seul ou un product manager dans un coin tout seul arrive du premier coup à sortir l'idée parfaite. Ça demande énormément d'informations, ça demande énormément de contexte que souvent on n'a pas seul, et voire même que souvent on n'a pas dans l'équipe. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de... ça a été une expérience très intéressante pour moi, Deezer, parce que Deezer, c'est un produit que quasiment tout le monde connaît. Et si vous ne connaissez pas ou vous n'utilisez pas Deezer, il y a de très grandes chances que vous utilisez Spotify. Donc, vous connaissez parfaitement le métier de l'application. Enfin, en apparence, en tout cas. Donc, tout le monde a un avis sur le player, sur l'organisation des playlists, sur ça. Et même en étant développeur ou lead à l'intérieur des équipes de Deezer, c'est des fois compliqué sans aller voir les utilisateurs de savoir vraiment ce qu'on a besoin, même si on est nous-mêmes utilisateurs du produit. Et j'ai envie de dire, c'est même pire. D'un côté, c'est même pire si vous êtes votre utilisateur de votre produit. C'est bien parce que vous le dogfoodez, comme on dit chez Microsoft, donc vous testez votre propre produit en avance. Donc ça, c'est un truc intéressant. Mais il faut comprendre qu'on a tous des biais. Et donc, il ne faut pas apporter ces biais personnels dans la conception d'un produit qui va être utilisé par plein de personnes. Et ça, c'est très compliqué, sans aller écouter justement ces utilisateurs. Une autre des raisons pour lesquelles ça peut être très intéressant d'écouter ces utilisateurs, c'est un aspect promotion de l'application ou du service. Ça, l'histoire de ça, alors je vous ai montré ici qu'un mail, mais en fait, il y a tout un thread de mail. Et après, il y a tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, etc. Mais en fait, on a un utilisateur ça c'est à l'époque de Deezer, on a un utilisateur de Deezer qui nous a envoyé en fait un email sur une adresse, il a trouvé mon adresse sur Internet et il m'a envoyé un message en se disant, je balance une bouteille à la mer, il y a un bug dans l'application. Donc j'envoie une bouteille à la mer pour voir si c'est résolu. Et en fait, je lui ai répondu dans la demi-journée, on a échangé comme ça 5 ou 6 mails. Et en fait, il ne s'attendait pas à avoir une réponse.
cet utilisateur. Il a juste balancé un truc dans un coin en disant bon, Deezer, c'est une grosse boîte, etc. On verra ce que ça donne. Et en fait, il a eu un contact humain. Son commentaire était extrêmement pertinent. On a de la chance. On l'avait quasiment, on avait quasiment corrigé. Enfin, on allait sortir sa problématique. Et du coup, il était super content. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il est passé d'utilisateur à fan, parce que derrière, sur son Twitter, etc., il a dit ah, Deezer, c'est génial. En plus, il nous écoute, etc. Donc ça peut être vraiment très intéressant et ça peut être particulièrement intéressant au début de l'aventure d'une startup, d'avoir vos premiers utilisateurs en tant que fan ou d'advocate, comme on dit, qui vont pousser en fait votre produit. Alors, ce que je dis depuis le début, c'est que, et surtout avec la définition de DevOps, c'est qu'il faut avoir du feedback en continu, notamment dans DevOps. Alors, il y a plein de manières d'avoir du feedback en continu. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas une bonne méthode, mais c'est un mix de ces méthodes-là. Et le mix va dépendre de plein de choses, de la taille de votre équipe, des ressources que vous avez, du niveau de maturité du produit, etc. Et donc, il va falloir prendre ces techniques-là et les utiliser finalement au bon moment. Alors, on a des outils très développeurs, comme la qualité de code ou le monitoring. Donc, s'assurer que son serveur web répond toujours, qu'il n'est pas en carafe. Ça, c'est des choses minimum à mettre en place sur tout projet, si on a un projet web, par exemple. Mais ça, c'est vraiment très code et infrastructure. Mais ça fait partie de DevOps. Et ensuite, il y a une autre partie qui est le feedback, là, plus utilisateur, soit direct, donc avoir des moyens de collecter directement le feedback des utilisateurs, on va en parler, mais aussi le feedback interne. Par exemple, si vous avez des équipes sales, si vous avez des équipes support client, ce sont très souvent des équipes qui, elles, sont au contact du client et peuvent avoir un feedback assez intéressant. Pas tout à fait le même entre le commerce et le support, mais c'est intéressant si vous avez comme ça des équipes autour de votre projet, de trouver un moyen de communiquer avec elles de manière régulière pour qu'elles vous remontent le feedback qu'elles ont de la part des gens avec qui elles interagissent. Et puis en fonction des produits que vous avez, si vous avez un produit sur lequel vous avez besoin en fait d'avoir des Customer Success Managers, des teams qui font de l'onboarding sur le projet, etc. Donc globalement, les employés à vous qui vont être en contact direct avec les clients pour les onboarder sur votre produit, ben, eux aussi peuvent avoir de super feedback. Et c'est important de prendre en compte quand on dit feedback utilisateur, mais ça peut être aussi des gens en interne, pas que des gens en externe. Alors, c'est pas tout rose, l'écoute utilisateur. La première, et je vais vous donner un exemple très concret de ça tout à l'heure, c'est que vous risquez peut-être d'être complètement submergé par le feedback. Et donc ça, c'est un problème parce que si on a trop de feedback, c'est pas bon. Est-ce qu'il vaut mieux avoir pas de feedback ou trop de feedback? Je sais pas, mais trop de feedback, c'est pas bon. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut pas, c'est pas parce qu'on écoute les utilisateurs qu'on fait ce qu'ils disent. Il ne faut pas donner le contrôle total aux utilisateurs pour faire votre roadmap. C'est vous qui faites votre roadmap. Peut-être que la bonne méthode, alors ça c'est un article de 37 Signals, c'est les gens qui ont créé Basecamp, un outil de collaboration. Ils ont écrit plusieurs livres sur le sujet du remote et sur le sujet de construire les produits. Et un de leurs chapitres, c'est dites non par défaut. Quand un utilisateur vous demande une fonctionnalité, dites non par défaut. Par contre, si ça fait 5, 6, 7, 10 fois, 20 fois que vous écoutez qu'on vous demande la même fonctionnalité, là, peut-être que le non doit changer en peut-être et que vous devez creuser. Mais ne dites pas oui à tout ce que vous demandent les utilisateurs. Prenez feedback pour informer vos décisions, mais il y a une différence entre ça et donner le contrôle. Alors, j'espère que vous êtes tous convaincus maintenant du feedback. Donc, on va voir un petit peu comment on peut faire récolter ce feedback. Alors, la première chose, je pense que dans beaucoup d'équipes, il faut tout d'abord instaurer une culture de feedback. Parce qu'on est des humains, avant tout. Le feedback, surtout dans la manière dont il peut être délivré, le message peut être délivré en fonction de l'engagement de la personne qui est en face, etc. Le feedback peut être mal reçu. Je pense que je vous apprends rien, vous l'avez tous vécu, vous avez tous dit une fois à quelqu'un un commentaire
pour l'aider et cette personne l'a absolument pas bien pris. Et il se trouve qu'il y a des équipes qui, parce que la cohésion d'équipe est pas là ou difficile ou qu'on sort d'une période compliquée dans l'équipe, ben, les gens sont pas prêts à prendre ce feedback-là. Ils vont se mettre de suite sur la défensive. Donc ça, c'est un travail à part entière. C'est plus un travail de management que du X. Mais il faut arriver à instiller ça. Ça, je pense que ça doit venir aussi du management. C'est-à-dire que le management doit être clair sur le fait que le message, c'est d'accepter le feedback et de grandir avec. Chez Microsoft, vous avez probablement vu la transformation qu'on a eue ces quelques dernières années avec notre nouveau CEO. On a des cours entiers sur ce qu'on appelle le growth mindset, en partie sur ce sujet-là. De se dire de ne pas arriver avec des idées préconçues, d'être d'abord à l'écoute avant de faire des commentaires. Enfin, on a plein de formations sur ça et c'est rabâché, cette culture du growth mindset. Ça a été rabâché pendant 2 ans au début où on l'a sorti et puis ça continue à être redit dans les HoloLens, dans des meetings, etc. Et du coup, ça force à pousser son attitude vers l'écoute des autres d'abord, ce qui est compliqué pour beaucoup de personnes. C'est un travail au quotidien. Et l'autre chose qui est compliquée, et ça aussi, c'est aux équipes, et peut-être à trouver des gens dans les équipes un peu mentors sur aider les gens à être prêts pour du feedback. Il faut souvent séparer la substance du feedback de la charge émotionnelle qui est associée avec ce feedback. Si vous êtes le product manager ou le développeur d'une fonctionnalité et que le feedback qu'on reçoit, c'est cette fonctionnalité, c'est tout naze, c'est pourri, c'est pas efficace, machin, mais bon, j'arrive quand même à faire un peu mon travail, mais il va falloir séparer le fait que c'est vous qui l'avez développé et que ce feedback n'est pas adressé contre vous, au fait que ce feedback a des éléments intéressants qu'il faut venir récupérer, extraire pour comprendre pourquoi cette feature n'est pas efficace pour le contexte de cet utilisateur-là. Et souvent, on n'est pas aidé par nos utilisateurs. Souvent, la première réaction quand on va demander du feedback aux gens, elle va être un petit peu négative. Je vous donnerai un exemple de ça tout à l'heure. Mais je suis sûr que vous en avez déjà tous. Alors, dans le comment on fait, il y a aussi le quand. Quand est-ce qu'on fait quand est-ce qu'on va aller chercher, collecter du feedback utilisateur? Ben, ma réponse de ce que je pense, c'est tout le temps, en fait. C'est quand on fait le planning du produit sur les 6-8 prochains mois. C'est quand on fait la priorisation de son backlog, donc quelles tâches on va faire dans les prochaines semaines. Quand on conçoit une feature, peut-être juste avant de la mettre en production, si on a l'occasion. Et puis après, bien évidemment, l'avoir mis en production, ça vous l'avez compris, je l'ai déjà rappelé plusieurs fois. Alors, concrètement, comment on fait pour collecter ce feedback-là? Il y a plein de moyens différents. Alors, il y en a quelques-uns qui sont en gras que je vais venir détailler un petit peu plus, parce que je pense que c'est des choses que l'on peut mettre en place assez simplement au sein de à peu près n'importe quelle équipe produit. Les autres peuvent être un petit peu plus compliqués, demander un petit peu plus de ressources ou s'adressent à des équipes ou à des produits qui touchent un petit peu plus de gens. Donc les user sessions, il y a plein de termes derrière et ça peut être des termes, enfin ça peut être des choses très très UX, des usability tests, ce genre de choses. Mais c'est globalement, on va prendre du temps avec 1 ou 2 utilisateurs ou vraiment un groupe très très restreint d'utilisateurs et on va aller voir ce qu'ils font. Au quotidien, on va peut-être leur faire utiliser leur produit actuel ou notre produit et voir là où ils ont des difficultés. Et puis, on va essayer d'extraire du feedback avec une vraie discussion, une vraie interaction avec ça. Ça demande beaucoup de ressources parce que c'est un membre de l'équipe ou 2 membres de l'équipe, voire ou plus, pour une personne et qu'il faut en faire quelques-uns. Globalement, 4-5, on commence déjà, il n'y a pas besoin d'en faire 50 en général. 4-5 user sessions avec des utilisateurs différents, on arrive à avoir du feedback déjà intéressant. Mais ça demande des ressources, ça demande aussi un petit peu de savoir le faire. On peut se lancer là-dedans en lisant un petit peu de documentation, mais voilà, ça demande un petit peu d'entraînement. Ensuite, à l'opposé de ça, on a tout un tas de programmes, ce que j'appelle moi les top programmes users, on en a quelques-uns chez Microsoft, où c'est globalement, on va reconnaître les utilisateurs qui sont vraiment impliqués sur le projet, voire qui écrivent des posts de blog, qui font des articles, qui répondent beaucoup dans les forums de discussion de vos produits, etc. Et on va leur donner un statut un petit peu honorifique.
Et en échange, on va essayer de faire en sorte que ce soit des interlocuteurs privilégiés pour récolter du feedback. Donc ça, c'est des programmes voilà, qui nécessitent souvent un nombre d'utilisateurs assez conséquent et des moyens pour pouvoir le mettre en place, mais ça peut être extrêmement intéressant. Nous, de côté professionnel, juste pour vous donner une ordre d'idée à l'échelle de Microsoft, on a quelque chose qui s'appelle les Most Valuable Professionals, les MVP. Ils sont à peu près 3000 dans le monde, notamment à nous donner du feedback et avoir un accès privilégié aux équipes techniques. Du coup, là, maintenant, je vais me concentrer sur les 4 qui sont en gras et vous donner des choses un petit peu plus concrètes. La première, c'est les User Community Programs. Donc ça, je pense que vous connaissez peut-être déjà des plateformes de type User Voice. Donc en fait, ce sont des plateformes. L'idée de ça, c'est en fait d'avoir un site un petit peu ouvert sur Internet où les gens vont pouvoir proposer des idées, éventuellement vont pouvoir voter sur des idées déjà existantes et vous allez pouvoir échanger comme ça avec vos utilisateurs. Donc là, je vous ai mis 2 outils différents. Le premier, c'est donc User Voice, qui est une plateforme qui est vraiment dédiée à ça. Et vous pouvez le voir, c'est l'image de gauche où on peut vraiment voter sur les idées. La deuxième, c'est Discourse. Donc Discourse, c'est un outil un petit peu différent. C'est plus un forum à la base, mais ça peut être intéressant pour certains produits où les gens peuvent éventuellement s'entraider à l'intérieur de la communauté des utilisateurs. Donc ça dépend des communautés. Toutes les communautés d'utilisateurs ne sont pas prêtes à ça, mais ça peut être quelque chose d'intéressant. Il peut y avoir une section dans le forum où c'est vos idées de features et les gens peuvent discuter et plus un, entre guillemets, les idées de features. Donc les 2 produits ne sont pas tout à fait dans la même direction, ça n'a pas tout à fait le même objectif. L'un est vraiment trouver des idées à mettre dans votre backlog. L'autre est plus construire une communauté qui en plus peut vous apporter ça. Mais c'est des outils qui peuvent être très intéressants. Et nous, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais dans quasiment tous les produits Microsoft maintenant, vous avez quelque part dans l'interface, souvent en haut à droite, mais ça peut être ailleurs, par exemple sur Windows c'est ailleurs, un petit bouton avec un smiley. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez souvent tomber sur le user voice du produit en question pour remonter vos feedbacks auprès des équipes qui gèrent ce produit-là. Christopher, ce serait intéressant de, peut-être, je ne sais pas si s'adresser à l'audience et de dire, est-ce que justement sur toutes les techniques que tu as partagées, là, le listing était assez intéressant d'ailleurs, de voir ouais, qu'est-ce que si je reviens utilisez. Ouais, voilà, si tu reviens là-dessus, ce serait intéressant, qu'est-ce que vous utilisez, est-ce qu'il y a des techniques que vous découvrez, enfin voilà, je m'adresse à l'audience, mais du coup, voilà, si vous ouais. voulez envoyer sur le chat un petit peu des feedbacks sur des techniques que vous utilisez, je pense que ce serait intéressant parce que moi, tu vois, j'en connais pas la moitié. Alors après, moi, j'ai un produit qui n'est pas forcément digital puisque nous, on est un lieu, mais néanmoins, il y a quand même enfin, nous, on essaie d'avoir un mindset produit, mais en tout cas, je pense que enfin, voilà, il y a la moitié que je connaissais pas, donc c'est intéressant. Effectivement, n'hésitez pas sur le chat à dire si vous utilisez déjà certains outils, enfin ce que vous utilisez pour collecter le feedback de vos utilisateurs. Et je veux bien aussi que vous donniez votre rôle. Est-ce que vous êtes product manager, UX, développeur? Yes. Ça peut être intéressant aussi de savoir quel est votre rôle et de comparer ça aux outils que vous utilisez. Donc n'hésitez pas à poster ça dans la fenêtre de chat. En fait, on a déjà la réponse au sondage, puisqu'on a lancé le sondage là, depuis le début du webinaire. On a eu 75% de participants qui ont voté. Et là, tu as donc 30% de gens qui sont dans la direction, c'est-à-dire fondateurs, cofondateurs, CEO, indépendants. Et tu as 23% de product R&D, donc des profils techniques. Ok, top. Voilà. Alors, je vais avancer sur la présentation et puis je reviendrai sur vos réponses. Je commenterai les réponses pour ceux qui postent les outils ou techniques qu'ils utilisent aujourd'hui. Alors, les app reviews. Alors ça marche que si vous avez une application dans les stores, souvent store mobile. Mais c'est assez intéressant parce que quelque chose chez Deezer qu'on faisait énormément. On se focusait quasi exclusivement sur les 1 et 2 étoiles. De temps en temps, on regardait les 5 étoiles quand même pour le moral, mais globalement, on se focusait sur les 1 et 2 étoiles
on regardait les feedbacks, on analysait les feedbacks sous un prisme particulier. Il y avait 2-3 catégories qu'on voulait regarder absolument. Tout ce qui était performance, tout ce qui était connexion, inscription, parce que ça casse notre funnel d'onboarding et de rétention dès le début. Donc, on va être sûr que ça soit bien fait. Souvent, quand on allait réaliser une feature ou quand on savait qu'on allait retravailler sur une fonctionnalité, pendant quelques semaines, on essayait de dumper tous les commentaires qui étaient liés à une fonctionnalité particulière. Et puis, on regardait toutes les demandes de fonctionnalités, toutes les choses qu'on n'adressait pas dans le produit. Ça, il y avait, donc chaque semaine, il y avait quelqu'un qui était chargé de compiler ce travail-là dans un Excel ou dans un doc, et on le regardait dans l'équipe toutes les semaines. Toutes les semaines, on allait analyser Par contre, on avait une règle qui était de jamais lire les commentaires le vendredi pour pouvoir passer un bon week-end. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait des commentaires qui étaient pas insultants, mais voilà, il y a eu quelques commentaires dans les applis de type faudrait quand même que vous viriez les développeurs parce que ce sont des bras cassés. Donc lire ça alors qu'on a écrit la moitié du code de l'application, c'est pas un moment agréable. L'autre chose, c'est pour pas se perturber parce qu'il y avait des commentaires qui avaient qu'une tête. Il y avait aussi des évaluations. Moi, j'ai vu plein de gens dire ouais, l'appli marche bien, c'est top, et noter 2 étoiles sur 5. Voilà, donc pour tout ça, on lisait pas les commentaires le vendredi, mais par contre, on attachait une importance assez forte aux commentaires, au point que ça faisait partie de nos objectifs individuels. Et donc, pour être très concret, on avait une prime à la fin de l'année, des sous, si jamais on arrivait à augmenter la note moyenne de l'application. Donc on avait vraiment un focus, enfin on n'avait pas forcément besoin de ça, mais c'est pour vous dire à quel point c'était important, y compris par le management, de faire ça. Alors c'était une métrique aussi qui était évaluée, enfin l'évaluation de performance était faite de manière raisonnée, c'est-à-dire qu'il y a des fois, vous prenez une mauvaise note, vous dégradez la note, pas par la faute des développeurs de l'application mobile, parce qu'on a eu un bug sur le serveur, parce qu'il y a tel téléphone qui sort et l'application ne crache plus sur tel téléphone, mais c'est pas vraiment de la faute de la personne. Ça a donné une direction. Voilà, c'était pas une évaluation tranchante. Autre chose qu'on avait fait sur l'application Deezer, c'était du feedback à l'intérieur de l'application. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Alors là, c'est ce qu'on avait par exemple au tout début dans l'application Windows 10. C'était un écran qui était quand on allait dans les paramètres de son compte, on avait ce lien-là. Et comme vous voyez, il y avait qu'est-ce que vous voulez remonter, un problème ou une suggestion, donc globalement un bug ou une idée de feature, un titre, un texte. Et au tout début, parce qu'on n'avait pas le temps de développer, on était très peu de développeurs, on avait très peu de ressources de développement sur le tout début de l'application Windows 10. Et donc, du coup, on avait fait un truc très simple, c'est que quand on cliquait sur le bouton, ça formatait un email. Et du coup, la personne n'avait plus qu'à appuyer sur envoyer le mail. Par contre, ça faisait les choses un petit peu intelligentes, c'est-à-dire que bon, ça envoyait sur une adresse mail générique, un compte générique, donc tous les développeurs de l'application pouvaient aller le consulter. Et puis, vous voyez, il y avait un petit fichier texte qui était associé, qui était attaché automatiquement à ce nouveau mail, qui nous donnait beaucoup d'informations sur le feedback, et notamment quelle était la langue ou la version de l'application, quel était le type de périphérique sur lequel l'utilisateur accédait à l'application. Alors ça peut être intéressant, par exemple le navigateur, si vous êtes sur une application web, ne serait-ce que ça. C'est extrêmement important dans le développement mobile, puisqu'on peut avoir de très très grosses différences, y compris si on est par exemple juste sur Android. Il peut y avoir énormément de différences de comportement. Et on peut trouver des bugs juste parce que c'est une marque spécifique d'Android. Et puis après, on avait des informations sur l'utilisateur lui-même, et notamment son ID, ce qui nous permettait de corréler en fait ce bug-là à peut-être quelque chose qu'avait spécifiquement l'utilisateur dans son compte. Voilà. Et puis, comme il a envoyé ça par email, on avait son adresse mail pour le recontacter. Souvent, le feedback qu'on a, les utilisateurs ne sont pas disciplinés à nous donner un feedback de qualité. Je vais en reparler un petit peu plus loin. Et donc, du coup, ça nous permettait de rentrer en contact avec l'utilisateur pour lui demander plus d'informations. Oui, c'est vrai que par rapport à la question dont on parlait, il y a un des participants qui a préposé une question
J'imagine que tu vas y venir plus tard, mais justement, comment ne pas être trop intrusif? Parce que là, pour le coup, ben, on arrive à suivre l'utilisateur, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu intrusif. Comment récolter le feedback sans l'être? Voilà, c'est aussi challengeant. Alors, justement, je pense qu'une partie de la réponse, c'est il ne faudrait pas, euh, il ne faudrait pas mettre un feedback en opposition à une tâche que veut faire l'utilisateur. Je m'explique, vous êtes en train de refaire dans votre logiciel l'export PDF de facture. Je prends un exemple basique. Il ne faut pas, pour que l'utilisateur puisse exporter son PDF, qu'il ait à répondre à 8 questions sur mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce PDF? Est-ce que c'est pour l'envoyer par email, pour le stocker, pour le partager, etc. Il faut que le feedback soit toujours optionnel et ne vienne pas entraver le flow de l'utilisateur. Et justement, une des choses que l'on fait de plus en plus dans les équipes Azure et dans les équipes Office, c'est de faire du feedback in-app sous différentes formes. Alors là, je vous en montre un qui n'est pas vraiment l'objectif. Hein. Ça ne répond pas vraiment à la question, c'est sur un autre point, mais en partie. Là, c'est pour orienter aussi, pour dire que le feedback, ça peut être aussi intéressant côté business. Par exemple, ici, c'est le portail Azure qui est le cloud de Microsoft. Et là, je vais supprimer un service que j'ai créé dans ce cloud. Donc j'appuie sur le bouton Delete, j'ai un message de confirmation, ce qu'on peut espérer avoir à chaque fois qu'on va supprimer quelque chose qu'on peut pas recréer, parce que là c'est supprimé, perdu. Donc j'ai un bouton, vous ne le voyez pas, mais j'ai le bouton OK qui est juste en dessous. Donc finalement, si je veux juste supprimer la ressource, j'ai 2 clics à faire. Et c'est exactement ce que j'aurais dans un scénario normal. Par contre, on a rajouté un petit formulaire qui ne demande pas de cliquer spécifiquement, hormis pour répondre au formulaire, mais pour soumettre le formulaire, ça ne demande pas de clic en plus versus ce que j'aurais fait dans la suppression. C'est complètement intégré à cette confirmation de suppression. Et par contre, ça nous permet de renseigner nous sur pourquoi la personne elle supprime cette ressource-là. Voilà. Donc là, c'était pour s'assurer que les gens qui créent une ressource avait entre guillemets une raison valable et que ça marche pas avec mon application, que la qualité soit pas là, que ça soit trop cher, on peut comprendre cette raison. Je dis pas que la raison est pas valable, mais en tout cas du point de vue nous de Microsoft qui offre ce produit, ça veut dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et donc il faut qu'on change quelque chose dans notre produit. Donc ça permet d'informer une décision limite business sur une fonctionnalité. C'est des choses qu'on fait de plus en plus. On fait de plus en plus du micro-feedback. Là, par exemple, c'est un exemple de micro-feedback qu'on a lancé dans Outlook. On était il y a quelques mois en train de refaire la recherche, le système de recherche d'Outlook. C'est quelque chose qui n'est pas encore sorti publiquement. On travaille toujours sur la question. Et ça peut être un peu compliqué de travailler sur une recherche, surtout que c'est une recherche qui va au-delà de Outlook ici. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans les résultats de recherche que je vous ai effacés ici sur l'écran, on a un petit encart ici, vous voyez, qui dit est-ce que vous avez trouvé ce que vous vouliez? Vous venez de faire une recherche, est-ce que vous avez votre réponse? Oui ou non? Si jamais on clique sur non, alors ça c'est un autre exemple. Non, c'est le même exemple, pardon. On clique sur non. Là, ça nous dit est-ce que vous êtes prêt à passer un petit peu plus de temps pour nous donner un détail un petit peu plus avancé? On peut cliquer sur OK. Et si on clique sur OK, là, on a un écran qui est du coup un petit peu plus complet où on va venir essayer d'affiner le sentiment de la personne. Ça, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un A/B test. Ça veut dire que les utilisateurs, à chaque recherche, peuvent être envoyés sur un algorithme de recherche différent. Alors là, c'est qu'en interne. Cette fonctionnalité-là n'était activée que pour les employés de Microsoft. Mais ça nous renseigne plus précisément sur, un, le sentiment de l'utilisateur, et deux, s'il a du temps, là, il peut rentrer dans un processus de feedback légèrement plus long. Vous voyez non plus que ce n'est pas 14 questions qu'on lui pose pour avoir du feedback un petit peu plus précis. Donc, il y a plusieurs choses à retenir là. La première, c'est que vous voyez, c'est du feedback qui est extrêmement focusé sur quelque chose. C'est pas du feedback sur qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur le produit ou qu'est-ce qui marche le moins bien dans le produit. C'est vraiment sur une fonctionnalité précise
et sur un scope qui est vraiment extrêmement limité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'idée de ça, c'est de le déployer, alors je ne vais pas dire un petit peu partout dans l'application, parce qu'il ne faut pas que l'utilisateur ait des pop-up de feedback partout non plus. Donc ça se gère quand même au niveau global du produit, d'avoir un nombre de feedback ouverts qui soit assez limité et limiter ces feedbacks dans le temps. Mais on a créé carrément un framework en fait de micro-feedback pour toutes les applications Office. Et c'est en train d'arriver sur les autres applications. Et là, si parmi vous, il y a quelques développeurs, vous reconnaissez peut-être un composant React. L'idée derrière, ça veut dire que n'importe quel programme manager, n'importe quel product owner peut demander à ses équipes de dev de rajouter un feedback à un endroit en quelques minutes. Et en fait, tout le processus d'avoir une UI à l'intérieur de son application pour demander du feedback, d'avoir un service en back-end qui va récupérer cette information, qui va la stocker dans une base et d'avoir un rapport, un dashboard pour pouvoir consulter les résultats, tout ça, c'est industrialisé. Et ça se fait du coup extrêmement simplement. Alors, il y a plein d'autres moyens de le faire. Nous, on a choisi cette version-là, mais l'idée, c'est de se dire, pour aller vers du micro-feedback, il faut que ça soit quasiment sans effort de rajouter du micro-feedback dans votre application. Alors, avant de passer au what, je voulais lire un petit peu les réponses des gens. Donc, il y a Robin qui dit « Service de Facebook pour fédérer et collecter les feedbacks ». Effectivement, les réseaux sociaux, c'est un bon endroit. Peut-être plus Facebook que d'autres, puisqu'on peut faire des groupes, et donc les gens peuvent être dans des groupes et sentir cet esprit de communauté, ce qui est un peu plus dur, par exemple, sur Twitter. Donc oui, tout à fait, c'est des choses qui peuvent se faire en fonction de l'audience que l'on target. Il faut arriver à choisir le bon médium. Si vous faites une application pour les ados, je ne suis pas sûr que Facebook soit le bon médium. Cécile, alors Shadowing, alors c'est très intéressant. Je vais vous raconter une petite histoire. Oui, je vais essayer de vous raconter une petite histoire très rapide parce que c'est super intéressant le Shadowing. J'ai travaillé pour il y a des années dans la première boîte dont je vous parlais où on a créé un système de conception centré utilisateur. On devait refaire un logiciel de gestion de stockage logistique, pour faire simple. Mais c'était du stockage, ça a parlé au Bordelais, c'était du stockage d'eau de vie, de cognac, pour être précis. Et en fait, il y a plein d'opérations qui sont associées à ça. Le directeur technique de la société me dit non, ce processus-là, la processus de sortie d'une eau de vie pour la sortir du stockage et l'amener auprès de la maison de cognac, c'est un processus qui marche bien. D'un point de vue informatique, tu n'as pas à t'occuper de refaire cet écran ou de refaire ce processus. Tu prends ce qui existe, ce qu'on a fait il y a 10 ans, et tu leur appliques. Et j'ai demandé, j'ai négocié pour qu'ils me laissent passer une demi-journée avec l'opérateur logistique, donc la personne qui est avec le transpalette et qui est avec ses outils et qui fait vraiment cette opération-là. C'était compliqué de leur dire de me dégager une demi-journée, une journée à me payer pour juste suivre leur employé. Sauf que ce qu'on a appris, c'est que les employés, pour arriver à faire cette sortie-là, ils utilisaient non pas un logiciel, mais 3 différents. Pour des règles de douane, de gestion de stock, etc. Et que les unités, donc ils devaient rentrer la même donnée dans 3 logiciels différents, avec un petit ordinateur portable qui était souvent dans des endroits où il y avait une petite lumière, parce que c'est dans des grottes, certains stockages sont dans des espèces de grottes, de caves, etc. Donc il n'y a pas d'éclairage, etc. Et qu'en plus de ça, les unités utilisées dans les différents logiciels n'étaient pas les mêmes, donc ils devaient effectuer une conversion. Et cette conversion, pour ça, chaque employé s'était acheté une petite calculatrice, avait ramené de sa maison une petite calculatrice pour faire le calcul à la main, pour pouvoir le saisir dans le deuxième logiciel. C'est une gestion de stock. Ils sont en train d'indiquer la quantité de stock qu'ils ont sorti. Donc, c'est un petit peu critique pour une boîte qui fait du stock. Et là, il y avait 4 opérations, 3 opérations dans 3 logiciels différents, plus une opération manuelle faite à la main avec en plus un bout de crayon, un bout de papier, parce que la conversion d'unité n'était pas... il ne fallait pas faire x18, par exemple, pour faire une conversion d'unité. Donc, on apprend des choses formidables en suivant ses utilisateurs sans rien dire quasiment pendant seulement quelques heures.
Et Euh, Christopher, il y avait également oui. une question dans l'audience qui était, je trouve, assez juste et intéressante. Est-ce qu'il y a des techniques qui sont davantage applicables au B2B, au B2C? Voilà, comme tu en as cité une dizaine, j'imagine que tu as des retours d'expérience un peu là-dessus. Euh, D'autres plutôt ciblés B2C. Bah, en fait, il y en a un certain nombre qui sont totalement utilisables dans le B2C, qu'on a utilisé par exemple chez Deezer. Hop là, des user sessions, on peut très bien le faire, recruter des utilisateurs en B2C. Alors, il faut en avoir à portée de main, mais c'est quelque chose de faisable. Et il y a souvent plein d'utilisateurs, vous leur offrez une visite des locaux et un café euh, du produit qu'ils utilisent, du logiciel qu'ils utilisent tous les jours ou toutes les semaines. Ils seront généralement assez contents de faire ça. Tout ce qui est A-Preview, les A-Preview, c'est très souvent, enfin, j'ai l'impression, je pense qu'il y a beaucoup plus d'applications B2C dans les stores, Apple Store et Android Play Store que de B2B. Donc ça, c'est tout à fait en B2C. Le feedback, micro-feedback, ça aussi, ça peut être plus ou moins utilisé dans le B2C. Ça, c'est vrai que c'est peut-être plus pertinent sur le B2B. Le support client, ça dépend du support client que vous avez. Mais si par exemple vous avez des community managers, bah, les gens en général vont tracher assez vite sur Twitter, donc ça peut être intéressant de savoir sur quoi ils trashent et d'avoir une espèce de synthèse. Et après, ça peut être des outils c'est pas un monitoring, enfin, c'est pas une collection de feedback parfait, mais vous avez des outils qui existent. Je vais prendre Mixpanel qui est un des très connu. On en a un, mais qui est beaucoup plus technique, nous, qui s'appelle Azure Application Insight, qui nous permettent de savoir ce qu'ont fait les utilisateurs dans votre application, d'avoir des statistiques par fonctionnalité, de savoir, une fois qu'ils sont sur votre page d'accueil, que l'action suivante, il y a 25% des gens qui sont allés dans tel onglet d'application, il y en a 18 qui sont allés dans telle autre application. Ça renseigne, ça ne donne pas un feedback parfait, mais ça permet peut-être de savoir là où on a des manques. Une application qui n'est pas utilisée, vous mettez en prod une application et puis vous apercevez qu'il y a 10 personnes dans le mois qui sont allées utiliser cette fonctionnalité, peut-être que vous avez raté quelque chose, qu'elle n'est pas assez visible ou autre. Donc il y a un certain nombre de ces techniques qu'on peut tout à fait utiliser en B2C. Même tout ce qui est Customer Champ, Top Program User, c'est des choses qu'on pourrait faire aussi sur ça. Si vous faites Instagram, vous prenez les 20 personnes qui ont le plus de followers sur Instagram et vous les mettez dans un programme un peu spécial ou avoir un contact privilégié, quelqu'un à qui remonter des feedbacks. Ça, c'est des choses qui peuvent tout à fait se faire. Alors, la dernière étape, c'est maintenant qu'on a récolté tout ce feedback, c'est comment on fait pour finalement le remettre dans notre développement. Je vais essayer d'aller assez vite sur la fin et vous aurez toutes les slides, vous aurez l'enregistrement parce qu'on approche effectivement de 15 heures. Et pour ceux qui ont un peu plus de temps, je serai là pour les questions. Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pouvez me joindre sur Twitter ou sur LinkedIn si vous avez des questions en plus. La première chose, c'est de faire un espèce de triage de ce feedback. Donc le triage, ça peut être sur plusieurs axes. La première, c'est l'origine de ce feedback. Donc, est-ce que c'est un feedback interne, un feedback qui vient de la production, un feedback qui vient de l'équipe commerciale ou d'un client qui paye? Ça aussi, si vous avez des produits qui sont avec un tiers gratuit et un tiers payant, il faut peut-être écouter le feedback des utilisateurs gratuits de la même manière que les utilisateurs payants. Est-ce que c'est un feedback sur lequel vous pouvez faire quelque chose directement? Des fois, on reçoit du feedback, comme je vous disais, qui n'est pas d'assez bonne qualité pour en faire quelque chose, pour en déduire quelque chose. Il va falloir creuser la question pour savoir vraiment quoi changer dans le produit. Bien évidemment, par produit ou par fonctionnalité. Et puis, peut-être aussi par catégorie. Donc, par exemple, tout ce qui concerne l'accessibilité. Voilà, vous allez mettre tous les feedbacks concernant l'accessibilité que vous avez eu
dans un coin parce que vous savez que vous n'avez peut-être pas le temps là maintenant, mais dans 2 sprints, vous allez faire un sprint, vous allez faire un focus un peu sur l'accessibilité. Donc, il faut retrouver ces feedbacks à cet endroit-là. Performance, sécurité, etc. Enfin, après, il peut y avoir plein de domaines. Les ARIA, là, je vous ai donné quelques-uns qu'on utilise nous sur Azure. Mais il y a, enfin, sur Azure, pardon, ça c'est sur Office. Mais il peut y en avoir plein d'autres en fonction de votre produit. L'autre étape, avant de passer à la suite, c'est d'être sûr qu'on a un feedback qu'on va pouvoir actionner. Donc ça, il y a plein de choses qui sont intéressantes. Il y a le contexte qu'on a des fois pas forcément. Quand on a le feedback, par exemple sur Twitter, on a très peu d'informations. Quelle métrique, comment on sait qu'on a répondu à ce feedback-là? Donc, par exemple, on pourrait mettre en place pour s'assurer qu'on a bien pris en compte ce feedback. Encore une fois, on a augmenté de tant de pourcents le nombre d'utilisations de cette fonctionnalité. Le temps moyen passé sur cette page a diminué. Donc, on a peut-être optimisé le processus pour les gens. Voilà, trouver quelque chose qui indique qu'une fois que vous l'aurez mis en prod, vous pourrez mesurer que vous avez effectivement corrigé le problème ou est-ce qu'il va falloir continuer à travailler dessus. Et puis, il ne faudra pas oublier qu'il faudra aligner ces feedbacks à vos objectifs. Quand je dis vos objectifs, c'est peut-être les objectifs d'équipe, les objectifs de produit. Encore une fois, pour conserver la vision de votre produit et éviter de mettre trop de feedback qui divergent de votre produit. Je reviens à l'exemple de commencer par dire non avant de dire oui à une fonctionnalité demandée par votre utilisateur. Ensuite, il va falloir surfacer tout ce feedback dans la planification pour les développeurs. Donc ça, il y a plein de manières de le faire. Ça, c'est un exemple que j'avais trouvé il y a longtemps avec Trello, où en fait, là, donc une carte, c'est une feature. Et ce qui est rajouté en fait dans la carte, c'est la liste des adresses email des gens qui avaient remonté ce feedback-là. Ce qui veut dire que peut-être à la fin du design de cette feature-là, on va recontacter les utilisateurs avant de développer pour s'assurer qu'on est parti sur la bonne piste et puis peut-être les prévenir une fois qu'on a réalisé la feature, qu'on les a finalement écoutés et qu'on a fait la feature. Alors juste petit bémol, parce que là, il y a des informations personnelles qui traînent un peu dans des cartes comme ça. Je ne suis pas sûr qu'il faille mettre des adresses mail de clients et d'utilisateurs comme ça un petit peu partout, accessibles à toutes les équipes. Mais le concept est intéressant. Donc ça, c'est Azure DevOps. Si vous ne l'avez pas vu, c'est notre outil de planification et de DevOps, qui est un outil qu'on utilise en interne. Donc tous les développeurs de Windows, tous les développeurs d'Office, tous les développeurs d'Azure utilisent le même outil. Et c'est aussi un outil qui est accessible à vous tous. Ça, c'est juste pour vous donner du contexte. Si ça vous intéresse, contactez-moi, mais on n'est pas là pour ça. Ce que je voulais surtout vous montrer, c'est qu'en fait, dans cet outil de tickets, de board, on a des tickets spécifiques pour le feedback. Et comme vous voyez là sur l'état, on va traquer le feedback. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que le feedback, est-ce qu'il a été envoyé à la bonne équipe produit? Est-ce que quelque chose a été fait? Est-ce qu'on a abandonné l'idée ou on l'a mis en pause, etc. Tout ça, c'est traqué. Et si ma souris va bien remarcher, hop là. En fait, on a sur la fiche, on est capable de la lier à une tâche qui est dans la board du développeur. Ça veut dire que quand le développeur il va voir arriver dans sa board Scrum ou Kanban une tâche du développement, quand il clique dessus, il va pouvoir voir si elle est associée à un feedback produit, il va pouvoir consulter directement le feedback produit. Donc, on a une traçabilité de bout en bout il y a quelqu'un qui soumet ce feedback produit jusqu'à là, je prépare une nouvelle version, une release de mon application. Ben, je sais que dans cette release, il y a 18 éléments qui viennent en fait d'un feedback produit. Donc, ça veut dire que par exemple, quand on fait des release notes, on peut avoir une section spéciale de manière automatique. Voilà toutes les fonctionnalités que vous avez demandées et qu'on a implémentées cette fois-ci. Et l'autre chose que je voulais vous montrer là-dessus, c'est une requête sur notre système d'analytics qu'on peut avoir qui permet de vérifier si on a répondu l'objectif. Je vous parlais depuis le début d'avoir une métrique
quand on release quelque chose, il y a des fois, même quand on est à l'étape de feedback produit, on est capable de créer la requête d'analyse pour vérifier qu'on a bien répondu à ce feedback produit. Ce n'est pas toujours possible, mais des fois, on est capable de faire ça avant même qu'on conçoive la nouvelle feature ou la modification de la feature. Et là, ben, voilà, là, c'est ce que je vous disais. Donc là, on est sur une feature. Donc ça, c'est une tâche qui est dans le bord de développement de l'équipe. Et vous voyez en bas à droite les liens. On voit en fait que cette feature-là vient du product feedback et pas de l'équipe. C'est pas une feature qui a été qui est née de l'interne. L'autre chose qui est intéressante, c'est de surfacer ce feedback-là au reste des équipes, en dehors des équipes produits. Donc là, c'est un exemple avec Teams, qui est notre outil de communication, mais on pourrait faire ça avec du Slack, etc. Donc là, en fait, on peut, depuis une conversation Teams, créer un produit feedback. Donc on a une conversation avec quelqu'un de l'équipe Sales, par exemple, on peut de suite créer le feedback directement sans quitter Teams. Où on peut chercher quelque chose qui existe déjà, dire ah maintenant ce feedback je crois que je l'ai déjà entendu et je recherche sans quitter ma messagerie. Alors, voilà, donc ça c'est des choses qui sont possibles directement dans Teams. Avec d'autres outils de communication type Slack, il y a des fois des bots qui existent pour vous permettre de faire la même chose et que votre backlog produit ou votre backlog de feedback soit dans Azure DevOps, soit dans des Jira, soit dans des Trello, soit dans d'autres outils. Le concept est applicable si vous n'avez pas cet environnement-là, bien sûr. Et c'est le mot de la fin, avec quelques petites minutes de débordement. Des fois, là, alors c'est vu de l'autre côté, il faut être patient et persévérant. Ça, c'est un feedback qui a été envoyé à Outlook en juin, comme vous le voyez, en juin 2017, avec 8000 votes, ce qui est assez important, c'est-à-dire qu'il y a quand même 8000 utilisateurs qui sont allés sur le user voice, qui ont recherché leurs problèmes et qui sont allés voter sur l'issue. Et avec un peu de patience, en septembre 2019, l'équipe produit a enfin dit qu'elle travaillait sur la fonctionnalité. Donc quand je vous dis dire non, non, non par défaut, voilà, il y a certaines équipes ou certaines features où on va devoir attendre un moment avant d'avoir la botte passante pour traiter cette feature. Mais le feedback produit qui venait d'il y a quelques années est peut-être encore pertinent aujourd'hui. Voilà. Quelques liens que vous aurez. Alors, je vais de suite vous envoyer le lien de mes slides par Zoom. Yes, sur le chat, effectivement. Ça, c'est juste pour remercier parce que sur le chat, voilà, je vais l'envoyer. Ça, c'est juste pour remercier les gens, notamment sur Unsplash et autres, d'avoir mis des images libres de droit. Je vous remercie. Pour ceux qui doivent partir de suite, je vous souhaite une très bonne journée. Et sinon, vous allez retrouver je pense qu'Alexandre t'enverra un petit mail ou tu communiqueras sur les réseaux sociaux d'Emera. On relaiera pour le lien vers l'enregistrement. Et moi, je suis encore dispo si vous avez des questions. Yes. Donc, n'hésitez pas. Je vous envoie de suite le lien vers les slides. Il y a effectivement les questions-réponses. Il y a également le petit tirage au sort, hein, puisque comme tu le sais. Ah, je l'ai oublié. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. C'est toujours. Voilà, je vais lancer un tirage au sort auprès des inscrits. Donc voilà, je lance ça dans quelques minutes. Alors, je suis en train de revoir s'il y avait des questions dans le chat, parce que j'avais le chat qui était fermé du coup. Donc Shadowing, j'en ai parlé. Facebook, ouais, encore une fois, Facebook a plein d'usages en effet autour de ça. Les Toulousains sont les meilleurs, ça c'est évident. Hop là. Je ne sais pas si les gens peuvent, Alexandre, je ne sais pas si les gens peuvent prendre la parole s'ils ont une question à poser. Oui, tout à fait. Effectivement, ils peuvent si besoin, lever la main et en parler. Alors, il y a Cécile qui lève la main, j'ai l'impression.
Yes. Alors, du coup, Cécile, je te passe la parole, hein, Cécile. Tu nous entends? Vous m'entendez? Yes, on t'entend bien. Salut Cécile, ça va? Oui, ça va. Ouais. Christopher, pardon. Je suis en même temps, je fais de la cuisine. Je t'enverrai une photo. J'ai une question. Est-ce que ça t'arrive d'utiliser des fois des échelles d'utilisabilité? À ta tête, non? Oui, ça arrive. Si. Des usability tests, on en fait. Je pense que la meilleure histoire que j'ai là-dessus, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Microsoft, c'est sur le ruban d'Office. Je pense que vous voyez tous le. Alors, oui, c'est le ruban d'Office, donc c'est l'affichage qui est arrivé il y a 10 ans, je crois, dans Office, avec des tabs et des gros boutons en dessous. Avant ça, pour ceux qui se rappellent, on avait des barres d'outils qui s'empilaient. On pouvait avoir la moitié de sa fenêtre Word qui est remplie par des boutons et l'autre moitié de... voilà, exactement. Et on a fait des tests utilisateurs. Et après, on a demandé, après ces tests utilisateurs, alors c'est pas lié à ça, mais c'est lié aussi pour dire qu'il faut utiliser plusieurs techniques. On a fait ces tests utilisateurs qui étaient relativement bons. Et ensuite, on a demandé aux utilisateurs quel était le top 5 des fonctionnalités qui leur manquaient dans Word, dans Excel, etc. Et je crois que c'est 70% des fonctionnalités qui étaient demandées par les utilisateurs étaient déjà dans le produit, sauf qu'ils ne savaient pas où les trouver. Et après, on a fait énormément de tests utilisateurs pour voir comment on pouvait soulever la problématique, et ça a donné le ruban Office. Aujourd'hui, alors moi ça m'arrive, alors plus en ce moment, mais sur certaines conférences, avec Maud, on est sur beaucoup de conférences, et en fait on a créé un petit kit de tests utilisateurs mobile. Ça veut dire que des fois, sur certaines conférences, quand on trouve des gens, quand on tombe sur des gens qui ont déjà utilisé nos produits, c'est souvent le cas, en fait, on est capable de runner un petit test utilisateur sur le stand. Alors, ce n'est pas des conditions parfaites, mais de quelques minutes, juste voilà, pour montrer aux gens, on enregistre leur vidéo, on enregistre l'écran, on leur demande de faire quelque chose et de commenter ce qu'ils font. Et donc, on arrive des fois à en faire dans des conditions un peu dégradées. Chez Deezer, on embauchait des agences UX spécialisées là-dedans. Et on en a fait comme ça pour certains projets, la refonte de la homepage ou la refonte de la navigation, ce genre de choses, où on utilisait effectivement ce genre d'outils dans notre besace. C'est les outils qui sont par contre peut-être un peu moins automatisables et alors tu as peut-être un avis différent parce que je connais un peu ton background, peut-être moins à la portée d'une équipe de développement qui est novice en UX. Ouais, je cherchais comment le dire. Parce qu'en fait, là, je sais pas si on m'entend. Oui. En fait, ce que je parlais, c'était pas les tests utilisateurs, mais vraiment des échelles d'utilisabilité. Donc, c'est des échelles où c'est tout le temps les mêmes questions universelles. Et on demande aux utilisateurs justement de mettre une note. Souvent, c'est entre 1 à 5. Donc, je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est des questions qui sont universelles, quel que soit le produit. Et ça permet vraiment de mesurer le niveau de satisfaction et l'utilisabilité du produit par l'utilisateur de manière très scientifique. Et justement, c'est intéressant. Okay, alors, excuse-moi, je n'ai pas entendu ça. Vas-y. Tu n'as pas entendu à partir de quand? Non, c'est le début. Quand tu as posé ta question, les premiers mots ont été mâchés. Du coup, je pensais que tu parlais de test utilisateur, pas d'échelle. Échelle, ouais. D'utilisabilité. Je peux mettre un lien. Donc, non, les échelles... Ouais, c'est intéressant aussi pour les autres. Donc, vas-y, n'hésite pas à mettre le lien pour tout le monde. À ma connaissance, non. Donc, c'est pas quelque chose qu'on utilisait chez Deezer, ça c'est sûr. C'est pas quelque chose que j'ai rencontré chez Microsoft. Néanmoins, je suis pas dans les équipes UX.
Je suis dans une équipe qui est là pour collecter du feedback utilisateur, d'où la pertinence et mon expérience sur le sujet. Mais je ne suis pas dans des équipes UX, et donc je ne sais pas si elles le font pas. Par contre, je ne l'ai jamais vu, par exemple, dans un produit. Donc, c'est peut-être fait à certaines occasions avec certains utilisateurs, mais ce n'est pas une pratique que j'ai vue aujourd'hui généralisée. Mais ça peut être intéressant pour d'autres personnes qui nous écoutent. Oui, effectivement, merci Cécile d'avoir partagé le lien. Juste avant que tu poses ta question, j'ai également lancé le petit tirage au sort et c'est Jordan du coup qui est en live avec nous qui est en train de créer sa structure qui a remporté l'abonnement 10 heures. Donc voilà, merci Maud, merci Christopher d'avoir Félicitations. C'est sympa. Tentative de tirage au sort en ligne. C'était très fair. J'ai partagé mon écran au moment de le faire. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions du coup sur la partie sur la présentation de Christopher. C'était assez complet. C'était vraiment bien parce que en fait c'est une science quoi. Enfin l'écoute, la collecte, de la collecte jusqu'à l'analyse, jusqu'à l'itération, l'intégration dans le produit, c'est très long quoi. Et on pourrait en fait, moi je le vois, nous côté Emera, on est une petite équipe et du coup, moi j'adorerais pouvoir mettre en place toutes ces choses-là, mais bon après voilà, je pense que tu t'adresses plutôt à des startups de 5, 10, 15, 20 personnes, voire bien plus, du coup, à 100 millions d'utilisateurs. Mais il y a plein de techniques très intéressantes. Ouais. Alors, c'est pas réservé à des grosses équipes. Je vais vous prendre un exemple. Je suis en train, histoire courte, je vous fais l'histoire courte. J'ai plein de jours de congé que je suis obligé de prendre avant fin mai, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Donc, je suis en train de monter un produit. Enfin, je ne vais pas dire que je monte une startup parce que l'objectif, c'est pas de quitter Microsoft pour faire ça à temps plein, mais je suis en train de monter un service plutôt tech de A à Z en ce moment. Et cet après-midi, juste après vous, en fait, j'ai donc ma cible, c'est les clubs de plongée. Pour ceux qui me connaissent, ça vous fera sourire. Et cet après-midi, j'ai rendez-vous avec un patron d'un gros club de plongée sur la Méditerranée et je vais lui montrer mon produit. J'ai fait que des mock-ups. J'ai fait des mock-ups interactifs, mais en mode vraiment dessin. Et en fait, je vais partager mon écran, je vais lui donner la main et je vais lui montrer ce que j'ai fait. Et je vais collecter son feedback avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code. Mais ce que je veux, c'est savoir est-ce que mon processus est bon, est-ce qu'il y a des informations que j'ai manquées, est-ce que c'est trop compliqué pour lui, parce que ce n'est pas forcément une cible qui est habituée à du soft. La qualité d'un moniteur de plongée, c'est pas d'utiliser Internet, même si ils en ont, comme tout le monde, de plus en plus besoin pour faire la promotion du club, etc. Et je suis tout seul dans mon équipe, c'est pas un boulot à plein temps, et je collecte quand même du feedback avant même d'avoir commencé à coder quoi que ce soit. Donc il y a des choses qui sont possibles à faire à même toute petite échelle. Un petit formulaire, il y en a plusieurs d'entre vous qui ont parlé de formulaire. Un form avec 4 ou 5 questions, c'est déjà une manière de collecter du feedback. C'est juste qu'il faut se mettre dans un mode où, par défaut, quand je fais quelque chose, je vais essayer de collecter du feedback. Oui, c'est vrai que c'est… Ce que d'ailleurs, je n'ai pas fait, puisque je n'ai pas prévu de formulaire de feedback pour que vous puissiez me donner du feedback sur ma présentation. Moi j'en ai un. Moi j'en ai un. Ah bon, t'en as un, bon, super. Ouf. On se complète bien, tu vois, on est dans la bonne… Non, il y en a effectivement, et d'ailleurs, j'invite bien tous les participants à donner leur avis sur le contenu, le format, est-ce que c'était bien communiqué, tout ça. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis. Merci beaucoup en tout cas, Christopher. Je te propose qu'on s'arrête là. Il est 15h20. On a bien utilisé notre temps. Et puis, écoute, c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Maud. Merci. Et merci aux participants d'avoir assisté. J'espère que ça vous a plu. Comme vient de le répéter Christophe, effectivement, n'hésitez pas à laisser votre avis. Et puis, on se retrouve pour notre prochain webinaire qui est mercredi prochain à 12h30. Voilà, j'ai fait parvenir le lien
en début de séance, donc n'hésitez pas à participer. Et puis sinon, à une autre occasion, au plaisir peut-être de se voir à l'Emera, hein, bien sûr, quand le confinement sera terminé. Et puis, on profite du week-end, voilà, en famille ou avec les voisins, ou via la terrasse, etc. Merci beaucoup, merci à tous et à la prochaine. Salut. Bon après-midi, bon week-end. Salut, salut. Au revoir. Salut.